Quelle vision avez-vous de la femme orientale? La mienne a été dictée depuis l'enfance par un bon nombre de représentations, parfois justes, mais souvent stéréotypées. Dans l'imaginaire collectif, on attend de la femme orientale qu'elle soit à la fois mystérieuse et séductrice, mais aussi soumise et rendue silencieuse par une société extrêmement patriarcale. En tant que femme d'origine maghrébine et donc comprise dans ce vaste ensemble qu'est la femme orientale, grandir avec ces attentes qui se heurtaient à ma réalité culturelle m'a amenée à me poser des questions sur ces représentations et leur légitimité. Le mouvement orientaliste est né au XVIIIe siècle en Europe occidentale, mais connaît un véritable succès au XIXe siècle avec un boom de production et de représentation centré sur l'Orient, ou du moins ce à quoi on s'imagine qu'il ressemble. J'ai rencontré Alain Messaoudi, chercheur associé à l'Institut des mondes africains, en histoire de l'orientalisme et des représentations. Alors l'orientalisme peut avoir donc une définition très générale. C'est celle qu'a donnée Edouard Saïd dans son essai publié en 1978, qui en fait critique une perception d'un Orient qui serait une création occidentale et qui pour lui est une fabrication destinée finalement à mieux maîtriser, à mieux contrôler cet Orient qui n'existe pas véritablement en tant que soi, qui est une construction occidentale. Si on reprend donc l'histoire de l'orientalisme et si on considère donc que la peinture orientaliste donc se développe, en tout cas en France, dans les années 1820-1830, ce sont aussi les années de l'expédition d'Alger en 1830 et de cette conquête, alors qui n'est pas une conquête qui va de soi, mais donc on est tout de même dans un processus de colonisation puis d'impérialisme de la part donc de la France. En 1930, on considère qu'il y a un orientalisme artistique dont les grands fleurons, alors c'est un Français qui parle, sont des peintres comme Delacroix. Et dans cette production, on a des représentations donc romantiques où la place de la femme est souvent très importante. Alors une femme qui peut être héroïsée, chez Delacroix c'est la Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi, mais ça peut être aussi une femme dans un cadre oriental. Et un des tableaux les plus célèbres, et un tableau très intéressant, c'est donc la mort de Sardanapale, qui est donc un des chefs-d'œuvre du musée du Louvre, où l'on voit un tyran oriental se suicider, mais emportant dans son suicide l'ensemble de son harem, l'ensemble donc des femmes de son entourage. Donc une image de l'Orient sauvage, une image de l'Orient négative, puisque c'est un tyran, mais en même temps, là, nous sommes dans un Orient qui est dans un autre temps, puisque c'est un Orient de l'Antiquité. Il reprend en fait des textes de la littérature latine pour mettre en scène cet Orient. Et dans la représentation de la femme orientale aussi, quelque chose qui est, enfin en tout cas dans la représentation orientaliste de la femme, il y a quelque chose, je pense, qui est au XIXe siècle, donc la possibilité pour des artistes finalement de toucher un fantasme qui peut être le leur ou qui peut être aussi celui des spectateurs ou des acheteurs ou du public, qui finalement permet de représenter une femme moderne sans être accusée finalement de pornographie à partir du moment où cette femme moderne n'est pas une femme de l'Occident. Le modèle de la femme nue, ou représentée dans son intimité, devient un modèle récurrent et privilégié par les peintres de l'époque, et toute une iconographie se crée à grand renfort de stéréotypes qui, petit à petit, glissent de la fiction représentée par les tableaux à une réalité dans l'esprit de la société occidentale. Par exemple, la peinture de Gérôme, on aura des femmes souvent oisives, donc là c'est le harem, c'est le bain, des femmes éventuellement lascives, à côté d'esclaves noirs aussi, donc avec toute la dimension exotique, et éventuellement de figures d'hommes absents, mais qui représenteraient donc le pouvoir. Finalement, des femmes qui n'ont pas véritablement de personnalité d'ailleurs, puisque c'est d'ailleurs sans doute la spécificité du stéréotype. Enfin, ce sont des femmes objets. Là, je reprends peut-être à contrario. Là, ce sont des portraits d'hommes, mais un grand portrait équestre de Chassériau qui représente le califat de Constantine
Bouhamed, avec des cavaliers qui sont de son entourage. Et là, il y a quasiment une sorte presque d'autoportrait, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le peintre s'identifie d'une certaine façon à son modèle. Et c'est un tableau qui a été commandé visiblement par le califat lui-même. Avec la représentation de la femme au harem, on n'est pas du tout dans cet ordre d'esprit, puisque il y a au contraire une très grande distance absolue entre cette femme objet et le peintre, et le spectateur n'est pas du tout amené à s'identifier à la femme représentée, mais plutôt à l'homme qui passe devant cette femme. L'influence de ce mouvement ne s'arrête pas là, puisqu'à la fin du XIXe siècle, ces fantasmes orientalistes se transposent à une nouvelle figure, la danseuse orientale, exotique et érotique. Myriam Guélouz, sociolinguiste à l'Université de Paris et danseuse, nous explique. En observant différents cours de danse, différentes pratiques de danse en Europe, plus particulièrement en France, et puis aussi en ayant moi-même été formatrice, enseignante de danse orientale, en écoutant les demandes et les discours des femmes, parce qu'elles étaient majoritairement des femmes, que la question de l'orientalisme s'est très très vite posée à moi. En fait, il y avait une forme de restriction. Les élèves limitaient souvent cette danse à leur seule dimension érotique, leur seule dimension sensuelle, par exemple. J'ai commencé à les observer très vite, en commençant à donner des cours de danse orientale, et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Il s'agit carrément d'un corpus, c'est-à-dire qu'il y a un discours qui porte lui-même une idéologie, qui porte une vision sur cette danse, qui est très intéressant, et qu'il faudrait peut-être pouvoir lier à une forme d'intertextualité, ou plutôt à un interdiscours, qui serait l'interdiscours orientaliste et colonial aussi. Et donc j'ai commencé à travailler sur les archives coloniales de la danse orientale, mais aussi sur les textes de voyageurs. Un des premiers textes qui a beaucoup attiré mon attention, c'est le texte de Flaubert. Il y a d'abord son texte de voyage en Égypte, et puis ses correspondances. Gustave Flaubert, l'un des plus grands romanciers français du XIXe siècle, puise l'inspiration dans son voyage en Égypte pour écrire plusieurs de ses récits, dont Salammbô, son fameux roman publié en 1862. À cette période, le statut de la danseuse orientale appelée almé change. À l'origine, les almées sont des danseuses ne se représentant que devant des femmes. Mais à l'arrivée d'occidentaux comme Gustave Flaubert en Orient, certaines de ces danseuses décident de se prostituer. Et donc dans son voyage en Égypte, bien évidemment, et même Saïd en parle dans son livre, c'est la rencontre de Flaubert avec cette figure très importante, cette danseuse très importante qu'est Küçük Hanım. Il est émerveillé par Küçük Hanım. Il trouve que cette femme a des danses incroyables. Il décrit ces danses, la danse de l'abeille, la danse de la tasse de café. Et bien évidemment, il va beaucoup décrire la nudité. Il va beaucoup décrire l'aspect charnel, l'aspect sensuel, érotique de cette danse. Et comment, en fait, on voit dans ce récit comment la danse mène finalement à la nuit qui va passer avec Küçük Hanım. Donc c'est un homme qui a de l'argent, qui se promène ça se passait à Esneh, je crois, donc qui se promène quand même dans une contrée lointaine, en Égypte, dans une époque aussi où les conditions de vie des danseuses n'étaient pas très simples. Et donc il arrive avec tout ce positionnement de classe, de sexe, de race aussi. Et donc il arrive avec ce positionnement-là, rencontre cette femme, donc on ne sait pas, elle, comment elle le perçoit. Il ne donne jamais voix à Küçük. Küçük est muette. C'est très très intéressant dans ses correspondances comment la figure de la danseuse orientale va être très présente, où il va y avoir un jugement, oui, cette région d'Égypte, j'aime beaucoup leur danse, dans cette région, je n'aime pas. Effectivement, c'est ça dont parle Édouard Saïd. Donc c'est ça aussi, cet orientalisme, c'est cette manière de se positionner en surplomb, cette condescendance vis-à-vis de pratiques
quand on est un homme blanc, hétérosexuel, se promenant à ce moment-là, en liberté, rencontrant les gens, en étant accueilli de manière très ouverte, spontanée par ces gens, et rapporter donc à l'Occident ces paroles-là, je trouve ça vraiment aussi très violent. Mais c'est très intéressant en même temps. C'est pas parce que ça peut nous toucher, c'est violent, que ces textes sont à jeter, pas du tout. Ces textes sont aussi des sources très importantes en ce qu'elles témoignent du rapport entre l'Orient et l'Occident à ce moment-là, dans ce qu'elles témoignent de comment les pratiques artistiques et corporelles ont été aussi travaillées, déterminées par ces discours orientalistes. Là, on a un exemple très concret et éloquent de la façon dont un discours orientaliste va se former à partir d'une rencontre qui n'est pas égalitaire et qui témoigne d'une domination de l'Occident sur l'Orient. On parle bien de danseuses orientales et donc de femmes. Est-ce que cette construction de la danseuse va influencer la vision de la femme orientale dans son ensemble? À travers les archives que j'ai pu étudier, à travers l'altérité, en fait, la rencontre entre le regard occidental, notamment le regard des hommes. Il y a quelques femmes qui ont écrit sur ces danses, mais je me suis beaucoup intéressée au regard des hommes. Sur cette danse, on voit qu'au-delà de la danseuse, c'est la femme qui est racontée, qui est narrée dans ces discours-là. C'est le rapport à la femme arabe. Et donc là aussi, les textes se contredisent pas mal. On va avoir des textes qui sont émerveillés, donc ultra sexualisants. Enfin, on rapporte une femme arabe qui est sexualisée, ultra féminisée, la figure de la déesse quelque part, inatteignable, la question du voile, elle est cachée, elle est mystérieuse et tout ça. Et de l'autre côté, on retrouve aussi des textes très violents sur leur morphologie, par exemple. À travers la danse, on va considérer que leurs danses ne sont pas assez raffinées, qu'elles-mêmes ne le seraient pas, et qu'elles seraient soumises. Et donc, en fait, on retombe dans une forme d'axiologie qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui entre ce fantasme de la femme arabe qui serait soit soumise ou bien idéalisée, ultra-sexualisée. Donc, cette axiologie, elle est vraiment présente dans cet interdiscours orientaliste et se transmet jusqu'à aujourd'hui, notamment, par exemple, il y a quelques travaux sur la figure, donc entre beaucoup de guillemets, de la beurette, qui est un terme aujourd'hui qui est vraiment refusé par les personnes concernées. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là ? Il y a aussi, en fait, on retrouve aussi derrière ce terme cet interdiscours orientaliste et colonial. La question de la place de l'orientalisme dans la pratique de la danse orientale est toujours d'actualité. Il est intéressant de se pencher sur les liens qui existent entre la danse et la tradition orientaliste. Selon Meriem Guellouz, il existe plusieurs points de vue. D'abord, comment aussi les danseuses orientales se sont appropriées, enfin je veux dire les danseuses arabes, ont pu s'approprier ce discours. C'est-à-dire, vraiment, on est dans une forme de violence symbolique où les dominés vont aussi s'approprier des discours de la domination. Donc là, il faut faire très attention. Moi-même, j'ai parlé à un moment donné de self-exotisme, d'auto-exotisme ou d'auto-orientalisme, mais je crois qu'il faut être méfiant vis-à-vis de ces notions parce qu'il ne s'agit pas du tout de culpabiliser les personnes qui sont dans une position de domination, donc qui sont dominées, je veux dire. Et donc, il faut vraiment manier ces concepts avec beaucoup de délicatesse pour ne pas tomber dans un autre discours de culpabilité. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, la danse orientale est une danse plutôt orientaliste, que le marché de la danse orientale qui fonctionne, c'est le marché orientaliste, c'est-à-dire c'est le costume en 2 pièces avec le ventre nu, qui est aussi une invention, qui est aussi fabriquée, qui a une histoire. Et là, il y a un point très important, c'est de dire comment, de la pluralité des pratiques de la danse orientale, on a fait vraiment un focus que sur cette dimension du solo féminin en 2 pièces avec le ventre nu. Donc, en réalité, la violence, elle est là, elle est dans cette façon de resserrer le regard et de n'accepter, de l'homogénéiser.
Or, il y a une multitude de pratiques de danse arabe qui se différencient selon les pays. Là, il s'agit pour les personnes concernées, je veux dire les danseurs et les danseuses arabes, de s'approprier cette histoire de l'orientalisme et d'en jouer, de trouver en fait des pistes de création à partir de là. Dans cette vidéo, on a pu voir que l'image de la femme orientale a été largement construite et altérée par le regard de l'homme occidental à travers des représentations artistiques et littéraires orientalistes. Certains des tableaux issus de cette période sont encore très appréciés, admirés et exposés dans les plus grands musées du monde. On pourrait se dire que ces représentations sont problématiques, puisqu'on sait aujourd'hui que l'Orient n'est pas fait que de femmes nues dans des harems et d'hommes à cheval dans le désert. Et pourtant, ces stéréotypes semblent encore présents dans une certaine marge de la population et chez certains amateurs d'art. Cette construction de la femme orientale a tellement forgé l'imaginaire collectif qu'elle a fini par s'insuffler dans les pratiques des populations elles-mêmes concernées, notamment dans la danse. Aujourd'hui, on peut trouver des artistes de danse orientale contemporaine qui ont la volonté de se détacher de l'uniformisation orientaliste de cette danse, comme par exemple en refusant de porter le costume pseudo-traditionnel de pièces. Finalement, on se rend compte qu'il y a une réelle nécessité de déconstruire les stéréotypes qui sont associés aux femmes orientales et qu'on retrouve malgré tout dans la culture populaire.